Ladies and gentlemen, welcome back to Amandla, your weekly bilingual show, news and briefings and analysis on the continent of Africa. I'm Doug Miller here on the technique and on the microphone. and we have on the phone from Quebec City, Professor George Goma-Gakisa, sociologist and on va faire l'exploration maintenant dans la 12e partie de notre émission sur la situation dans le Congo-Brazzaville. Comme on vient parler de la Burundi, puis la lutte qui est arrivée à cause de la prolongation de la présidence là-bas, on a eu une situation un peu différente, malgré les enjeux un peu pareils. Donc, professeur Goma, est-ce que vous êtes là? Je suis au téléphone, monsieur. Ah, c'est parfait. Je suis content capable de manipuler cette tableau technique de même. Pouvez-vous, professeur Goma, pouvez-vous expliquer un peu le background de la Congo-Brazzaville? C'est un petit frère à côté de la République démocratique à côté de Lubumbashi. OK. Peut-être pas Lubumbashi, un peu plus loin là-bas. Le Congo-Brazzaville... Kinshasa, je me dis. Oui, Douglas, allez-y alors. Non, allez-y. Voilà. Le Congo-Brazzaville, généralement, les gens font la confusion entre la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre, et la République du Congo-Brazzaville, qui est l'ancienne colonie française de 342 000 km² et d'une population de 4 millions d'habitants, donc à peu près la moitié de la population du Québec, à peu près la moitié de la population de New York aussi. 4 millions d'habitants. C'est un pays très petit à côté de son voisin géant. Oui, un pays très, 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 très petit à côté de son voisin, la RDC. Et pour vous donner encore un ordre de grandeur, la République démocratique du Congo, c'est 75 millions d'habitants, à côté de 4 millions d'habitants au Congo-Brazzaville. Vous voyez? Donc c'est un petit pays à côté de la RDC. Mais un petit pays, mais un pays très, très, très riche en matières premières. C'est ça, c'est pas un pays pauvre, non. Mais non, le Congo-Brazzaville n'est pas un pays pauvre. C'est un pays très, très, très riche. Le sous-sol est regorgé de matières premières. La plus essentielle, c'est le pétrole. Le Congo-Brazzaville est le 4e pays producteur du pétrole en Afrique noire, au sud du Sahara. Donc, c'est vous dire, chers auditeurs, que c'est un pays qui est immensément riche. Mais le paradoxe, monsieur Douglas, c'est que le Congo-Brazzaville, avec d'énormes potentialités de sous-sol, qui ne se résument pas seulement au pétrole, mais il y a aussi le bois de très bonne qualité, des grandes essences. Il y a le diamant, il y a de l'or, il y a le phosphate, il y a toutes ces matières premières au Congo-Brazzaville. Mais malheureusement, le Congo-Brazzaville émarge parmi les pays les plus pauvres au monde. Et la preuve, c'est que le Congo-Brazzaville est admis à l'initiative des pays pauvres très endettés. Le tissu social, socio-économique est très délabré. C'est-à-dire que le Congo ne bénéficie pas d'un système de santé viable. Et ce qui est encore plus malheureux, c'est que les responsables politiques dans ce petit pays vont se soigner à l'extérieur du pays. Donc, il y a quand même quelque chose qui est insoutenable, c'est qu'il y a comme une volonté de laisser le système socio-sanitaire dans un état très délabré. Le système scolaire, l'éducation, c'est quelque chose de très fondamental. Eh bien, le Congo-Brazzaville n'a qu'une seule université. Et ça, c'est très lamentable. Et la seule université du Congo-Brazzaville est aussi dans un état lamentable. Alors, donc vous voyez un peu ces deux choses.
et la santé et l'éducation qui sont, en fait, ce n'est pas une préoccupation pour ce gouvernement qui est pourtant très, très riche. C'est C'est ça. pourquoi nous faisons le bonheur que vous nous accordez de parler du Congo-Brazzaville et de mentionner ces choses qui sont essentielles pour un pays. Alors, sur le plan politique, eh bien, vous m'avez parlé, j'ai suivi votre émission qui a précédé la nôtre, vous avez parlé du Burundi. Ben oui, le Congo-Brazzaville également traverse la même crise que celle qui se trouve au Burundi en ce moment. Vous voyez, c'est l'Afrique centrale, là. L'Afrique centrale et les Grands Lacs, la région des Grands Lacs, qui est en mouvement en ce moment autour de la même préoccupation, autour du même enjeu. C'est-à-dire qu'au Rwanda, au Burundi, en RDC et en République du Congo-Brazzaville, l'enjeu, eh ben, c'est tout simplement des dictateurs qui sont là et qui veulent prolonger, n'est-ce pas, leur longévité au pouvoir. Au Congo-Brazzaville, nous avons un président, en l'occurrence M. Denis Sassou Nguesso, et qui est au pouvoir depuis 32 ans. Depuis 32 ans. M. Sassou Nguesso est arrivé rapidement au pouvoir en 1979, on peut dire aussi en 1977, puisque ça a suivi la mort d'un chef d'État en exercice, pendant que M. Denis Sassou Nguesso était ministre de la Défense et des Services secrets. Il n'a jamais fait une déposition sur la mort en plein exercice d'un chef d'État, qu'à cela ne tienne, il a pris le pouvoir en 1979. Il a instauré un régime stalinien, un régime communiste fondé sur la dictature et une dictature très féroce. Et quand on parle d'une dictature féroce, eh bien c'est cette dictature qui élimine systématiquement et qui brise toute velléité d'opposition. Et c'est cela que nous avons vécu au Congo-Brazzaville avec un parti unique. Ce qui s'est passé en 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Et la chute du mur de Berlin est un tournant planétaire qui a eu les effets jusqu'en Afrique, tout le monde le sait. Et donc au Congo-Brazzaville, nous avons eu en 1992 une conférence nationale souveraine qui a réorienté, n'est-ce pas, la vie politique au Congo en instaurant un cycle démocratique au Congo-Brazzaville pour la toute première fois pratiquement. Et apparemment, Denis Sassou Nguesso est devenu renaître comme démocrate à cette époque-là. Oh, c'est formidable, Monsieur Douglas, que votre observation là. Ben, écoutez, déjà en 1992, il a été renvoyé du pouvoir par la voie des urnes, mais il ne s'est pas senti vaincu. Il ne s'est pas senti vaincu. M. Pascal Lissouba est élu président de la République avec des suffrages très confortables. M. Pascal Lissouba n'a pas pu travailler. Figurez-vous qu'en 1992, il est élu président de la République et en 1993, eh bien, la guerre a commencé pratiquement au Congo-Brazzaville. Et quand on regarde de près, c'est M. Sassou Nguesso qui tirait les ficelles. Aha. Et soit dit en passant, M. Sassou Nguesso, ce communiste défroqué, c'est un communiste défroqué, avait un carnet d'adresses. Un carnet d'adresses, puisque l'exploitation du pétrole, M. Douglas, vous savez ce que ça peut impliquer. Mm-hmm. C'est la France qui est le principal partenaire économique du Congo-Brazzaville. Et c'est la France avec Total, à l'époque c'était Elf Aquitaine, mais qui avait le pouvoir, n'est-ce pas, de l'exploitation du pétrole au Congo-Brazzaville. Et donc, cette compagnie de pétrole avec la France ont développé des rapports assez particuliers avec M. Sassou Nguesso qui a eu un bonheur extraordinaire de faire ce qu'il a fait au Congo-Brazzaville. Donc en 1997, malheureusement, il revient au pouvoir après une guerre civile. Donc c'est un coup d'État
qu'on a maquillé en guerre civile. Donc, M. Sassou Nguesso est revenu avec la bénédiction de la compagnie Total, avec la bénédiction donc de la France. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. M. Sassou Nguesso est revenu au pouvoir parce que M. Pascal Lissouba, qui avait un programme de développement pour le Congo, soit dit en passant, M. Pascal Lissouba, c'est un universitaire et qui a pu, n'est-ce pas, renégocier les accords de pétrole et qui est arrivé à obtenir pour le Congo des conditions avantageuses dans le partage du pétrole. M. Sassou Nguesso les avait à 17%, M. Pascal Lissouba les a poussés à 34%, avec les accords de partage de production. Wow. Vous voyez? Et M. Douglas, je veux vous dire aussi que pendant M. Lissouba est celui qui a fait entrer une compagnie pétrolière américaine, Oxy, au Congo-Brazzaville, qui n'a pas fait plaisir à la France, et c'est pourquoi il est parti. On l'a chassé du pouvoir par rapport à cela. Okay. C'est bien documenté là-dessus. Donc le fait que M. Lissouba ait ouvert l'espace pétrolier congolais aux États-Unis a signé son arrêt de mort. Et M. Sassou Nguesso a été financé pour reprendre le pouvoir. Il a repris le pouvoir après une guerre civile de 5 mois qui a fait beaucoup de morts, très meurtrières. Donc, comme vous l'avez fait l'observation, M. Sassou Nguesso se découvre démocrate. Mais un piètre démocrate, on ne peut pas être dictateur et tout d'un coup comme ça redevenir démocrate, ça n'est pas possible. Bon, Denis Sassou Nguesso vient de récupérer le pouvoir, comme tu dis, un piètre démocrate. Il y a la future version d'une constitution pour revenir au pouvoir. Puis ça fait 2000, quoi? 2000... non. Mais écoutez, il a mis en place une constitution en 2002. Vous savez, M. Sassou Nguesso, c'est un briseur de constitution. Depuis qu'il est au pouvoir, depuis 32 ans, ça fait 9 fois qu'il vient briser une constitution. Vous savez, la situation actuelle du Congo, Brazzaville, en 1992, comme je vous l'avais dit, on a eu la conférence nationale qui a mis sur pied une constitution consensuelle. M. Sassou Nguesso l'a signée également. Il s'est trouvé que quand il vient en 97 pour faire sa guerre et reprendre le pouvoir, il abroge la constitution de 1992. Et il prend 5 ans de transition, 5 ans de transition. Vous voyez? Donc de 97 à 2002, il met un acte fondamental. Et c'est en 2002 qu'il vient mettre une constitution taillée sur mesure. Vous voyez bien, une constitution taillée sur mesure, c'est-à-dire qui le favorise à 100%. Et pendant ce temps, tous les autres hommes politiques influents du Congo sont gardés à l'extérieur. Ils sont chassés en exil. Alors, cette constitution de 2002, pendant la constitution de 92, c'était 5 ans renouvelables une seule fois, M. Douglas. OK, une seule fois. Une seule fois, c'est-à-dire 10 ans. Et lui, il vient au pouvoir après son coup d'État. Après sa transition de 5 ans, il met le mandat à 7 ans. C'est-à-dire il passe de 5 à 7 ans. Renouvelable une fois. Vous voyez, nous étions en 2002. Et il pensait que 7 ans multipliés par 2, ça fait 14 ans et c'est beaucoup. Il pensait jusqu'après 14 ans, près de 19 ans au total, il serait peut-être plus au pouvoir. Mais il a été surpris que le temps soit passé tellement vite et qu'on est arrivé à son deuxième mandat de 7 ans, qui devait se terminer là en 2016, et il se rend compte qu'il n'a plus le droit d'être candidat, puisque la Constitution de 92 dit que à plus de 70 ans, on ne peut plus être candidat à la présidence. Il en a 72 maintenant. Et la Constitution de 2002 dit également que c'est 2 mandats, pas plus. Et il a épuisé ces 2 mandats. Alors, il est bloqué. Il est bloqué. Et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve maintenant de changer la Constitution, M. Douglas. Changer la Constitution, pas modifier la Constitution, parce que la Constitution pouvait être modifiée, mais pas changée. Mais modifier la Constitution, c'est que les 2 articles de 70 ans et de 2 mandats sont intouchables, c'est intangible. On ne peut pas toucher à ça. Comment il a subverti, donc? Voilà.
Ben voilà, donc il a préféré, n'est-ce pas, changer carrément la Constitution pour ne pas être bloqué par ces deux articles qui l'empêchent de se représenter. Voilà la malice que ce monsieur a fait. Eh bien, les Congolais aussi se sont levés pour lui dire que non, nous ne voulons pas que la Constitution soit changée. Donc, il y avait une opposition populaire à cette move. Pardon? Donc, il y avait un mouvement populaire contre son geste. Oui, M. Douglas, absolument. Il y a eu un mouvement populaire qui se continue d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, parce que M. Sassou Nguesso a appelé à un référendum. Alors, ce référendum-là, c'est ce que nous avons pris l'habitude d'appeler, c'est une escroquerie politique. Le référendum, tous les partis de l'opposition l'ont refusé. La société civile l'a refusé. Alors, il a convoqué malgré tout, vous savez, M. Sassou Nguesso, il est très armé, hein? Il a toutes les armes du monde, il s'est armé pour garder le pouvoir par la force. Alors, les populations, la société civile a dit non au changement de la Constitution. Tous les partis de l'opposition ont dit non au changement de la Constitution. Il a quand même convoqué ce référendum où il n'y a eu que 5% de la population qui a participé. 5% de la population a participé à ce référendum. Ce qui veut dire, M. Douglas, que 95% de la population a refusé. Mais il continue. Il continue. Et où est-ce qu'est France dans tout ce scénario? C'est une très bonne question. Quelle est la position de la France? La France, c'est par son chef d'État, M. François Hollande. M. François Hollande, au départ, était clair là-dessus. Il a soutenu la démocratie. Il a fait un discours au Bénin. Il a fait un discours à Dakar, à la francophonie, pour dire que personne ne doit changer de constitution pour rester éternellement au pouvoir, et nous avons applaudi M. François Hollande. Mais figurez-vous, M. Sassou Nguesso, c'est une personne qui est rompue à la force, à la violence, au traumatisme et à la corruption. Et à la corruption aussi. Alors M. Sassou Nguesso est rentré dans la corruption et nous avons toutes les raisons de croire que M. François Hollande a été corrompu par M. Sassou Nguesso, parce que dans la presse, il est dit que le Congo-Brazzaville aurait financé à 30% la COP 21 qui s'est passée à Paris. Oh. Vous voyez que le Congo-Brazzaville, qui est un pays pauvre, mais a beaucoup d'argent pour la corruption. Et M. Sassou Nguesso, tranquillement, a assisté à cette COP 21. Et M. François Hollande a dit que M. Sassou Nguesso avait le droit, n'est-ce pas, de consulter son peuple. Mais c'était déjà anticonstitutionnel. Donc la presse mondiale a fait écho de ce retournement de situation de la France par M. n'est-ce pas, François Hollande. Et dans la presse, nous apprenons aussi que ce sont les lobbies pétroliers autour de M. François Hollande qui l'ont poussé, n'est-ce pas, à s'attacher à M. Sassou Nguesso, parce que c'était la personne qui, semblerait-il, est la mieux placée pour défendre les intérêts de la France. Vous voyez ? C'est cette dramaturgie, quand même, qui existe au Congo-Brazzaville. Et je vais vous dire encore ceci, monsieur Douglas. M. Sassou Nguesso qui convoque son référendum contre l'avis de 95% des Congolais. Le 27 septembre 2015, l'opposition et la société civile ont fait une marche incroyable au Congo-Brazzaville. Ils sont sortis dans la rue en très très grand nombre. On dirait même que toute la ville était dans la rue pour dire non à M. Sassou Nguesso. Mais M. Sassou Nguesso n'a pas compris. Il n'a pas pris en considération cela. Bien au contraire, il a envoyé la police qui a tué des gens. Au jour d'aujourd'hui, près de 50 Congolais sont tombés sous les balles de la police de M. Sassou Nguesso. Vous voyez ? Et le 20 octobre également, l'opposition appelait à une marche pacifique, parce que la marche de l'opposition est toujours tempérée par le droit. C'est-à-dire qu'aucune fois, l'opposition n'est sortie dans la rue pour faire une marche en dehors du droit. Donc ce sont ces droits constitutionnels, mais M. Sassou Nguesso trouve quand même le temps de tirer sur les jeunes. Et tout dernièrement, c'est un jeune de 14 ans qu'on a battu comme ça parce qu'il a refusé de prendre des cahiers qu'on lui offre avec l'effigie du fils du président de la République. Ça, ce n'est pas possible, M. Douglas, on ne peut pas continuer comme cela.
Et nous parlons du cas du Congo pour attirer aussi n'est-ce pas, l'attention de la communauté internationale et du Canada également. Parce qu'on ne peut pas comme ça laisser un monsieur assoiffé du pouvoir continuer à massacrer les gens au Congo-Brazzaville sans que la communauté internationale ne puisse s'émouvoir. Ça n'est pas possible. Donc, est-ce qu'il y avait une opposition internationale, une voix, à moins quelque chose de vocal? Écoutez, au niveau international, c'est nous qui essayons de faire ce travail que nous faisons de sensibilisation sur la situation du Congo-Brazzaville. Et je vous assure que ce qui est curieux, c'est que le Congo-Brazzaville, il y a comme un motus là-dessus. Mieux vaut ne pas en parler au niveau international. Nous qui parlons, nous courons en danger également de parler beaucoup du Congo-Brazzaville. Quand la France ne veut pas qu'on parle du Congo-Brazzaville, il ne faut pas parler du Congo-Brazzaville. Mais nous prenons le risque de parler du Congo-Brazzaville parce que ce qui se passe au Congo-Brazzaville est très grave. Les gens sont massacrés aujourd'hui. Mais comment voulez-vous convoquer un référendum, M. Douglas? Vous avez déjà vu ça quelque part dans le monde où on convoque un référendum et les membres de l'opposition sont en résidence surveillée et d'autres sont mis en prison pendant qu'on tue les jeunes dans la rue? Est-ce qu'on a déjà vu ça dans le monde? Mais un référendum, l'espace politique est ouvert. On laisse les gens, n'est-ce pas, battre campagne pour le non. Mais au Congo-Brazzaville, ça ne s'est pas passé comme ça. Et comme le Congo-Brazzaville, M. Sassou Nguesso était conscient du fait qu'il est impopulaire, vous savez ce qu'il a fait? Il a corrompu les gens. Il est allé chercher des gens au Congo démocratique à coup d'argent pour qu'ils viennent faire des marches à Brazzaville pour montrer qu'il est populaire. Mais ça, c'est à la limite, c'est risible. C'est vraiment le Congo-Brazzaville et la risée du monde avec un président qui se comporte de cette manière-là. Il nous reste seulement 1 minute et demie. Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement canadien fait maintenant? Écoutez, M. Douglas, merci de me donner cette opportunité. Nous voulons que le gouvernement canadien, au niveau fédéral et au niveau provincial du Québec, puisse, n'est-ce pas, regarder les souffrances des Congolais et qu'ils puissent agir, demander à M. Denis Sassou Nguesso de respecter le droit, de respecter la Constitution. Monsieur Sassou Nguesso, les élections devaient se passer en juillet 2016. Il les a rapprochées en mars 2016. Tout simplement pour qu'il veut régler ce problème-là une fois pour toutes et rapidement. Mais attendez, la gouvernance électorale, il faut une gouvernance électorale parce que les listes électorales ne sont pas bonnes. Il n'y a pas une commission électorale indépendante pour que le scrutin soit au moins, n'est-ce pas, équitable. Donc nous voulons que le gouvernement canadien, que le gouvernement du Québec puisse interpeller M. Denis Sassou Nguesso d'arrêter ce qu'il est en train de faire au Congo-Brazzaville. Ça fait 32 ans qu'il est au pouvoir, il faut qu'il laisse le Congo-Brazzaville à des jeunes générations qui ont la capacité, n'est-ce pas, de mener ce pays correctement vers la démocratie et vers le développement. Voilà ce que nous demandons au gouvernement canadien, M. Douglas. Merci beaucoup, professeur Goma. Une très bonne note à finir votre présentation aujourd'hui. On va rester en contact pour des autres interventions dans le prochain avenir. Merci encore. Merci beaucoup, M. Douglas. Merci beaucoup. Au revoir.